C'est parti pour le premier atelier de l'après-midi qui est celui de l'enseignement. Au classement PISA, la Belgique ne brille pas. Les élèves francophones sont en dessous de la moyenne OCDE en lecture. À l'âge de 15 ans, 48% des élèves ont redoublé au moins une fois durant leur parcours. Les 25% les plus favorisés ont en moyenne 3 années d'avance sur les 25% les moins favorisés. Les élèves ne reçoivent aujourd'hui que 130 jours effectifs de cours par an contre plus de 200 jours il y a 40 ans. 9,3% des 15-24 ans n'ont ni éducation, ni formation, ni emploi. En Wallonie, 19 000 offres d'emploi restées vacantes, 200 000 demandeurs d'emploi et 110 métiers en pénurie. Alors, ne faut-il pas revoir les cycles d'études afin de permettre aux élèves d'être mieux préparés au monde qui les entoure? Tout de suite, place au débat. De retour sur ce plateau, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, les enjeux sont importants. On parle d'échecs scolaires, de décrochage, d'émancipation ou encore d'autonomie. Et pour entamer l'atelier enseignement de ce libre débat de 15h à 16h, nous accueillons deux nouveaux experts, un élu et le président du mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher. Je tiens à préciser que tout le monde est donc bien dans les règles sanitaires avec une paroi de plexiglas qui sépare tout le monde. Monsieur Ibrahim Ouassari, vous êtes le fondateur et CIO de Molengeek, un écosystème technologique inclusif à Molenbeek qui a pour mission de rendre accessibles les technologies à tous. Vous êtes un véritable entrepreneur dans l'âme. À vos côtés, monsieur Alain Denef, expert en questions urbaines et de société civile. Vous êtes le fondateur du think tank Ola Magna, sous l'égide duquel vous avez publié le livre Demain Bruxelles, j'espère que je le prononce bien, une vision pour libérer notre ville. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président du PO du collège Matteo Ricci. Pour le MR, c'est Stéphanie Cortis. Stéphanie, vous êtes présidente du conseil communal de Verviers et députée en fédération. En tant que membre titulaire de la commission de l'éducation, vous veillez au progrès et à l'avenir de l'enseignement. Et Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur, qui est là et qui sera encore là pour les 2 prochaines heures. Je rappelle que vous pouvez partager le live et commenter en ligne sur les réseaux avec les hashtags le libre débat et hashtag fier d'être libéral. On va ouvrir ce débat avec vous, monsieur Ouassari. Comment répondre à ces enjeux et améliorer l'enseignement chez nous? Bonjour à tous tout d'abord, bonjour à tous ceux qui suivent le live et merci pour l'invitation. Comment répondre à cet enjeu? Ces enjeux, c'est d'abord il faut être beaucoup plus ambitieux actuellement et vraiment revoir sa copie. On se rend compte que l'école, en tout cas en 2016, il y avait 29% de personnes qui étaient diplômées de l'école supérieure. Il y a 20% qui ont leur CESS et il y a 13% qui n'ont rien en Belgique. Et donc il y a vraiment une grande partie de la population qui vont à l'école et que ça ne marche pas. Et donc, il faut vraiment être beaucoup plus ambitieux et essayer de réformer toute l'école et d'abord commencer à faire des écoles pilotes avec des écoles pilotes où on réformait déjà la pédagogie, la méthodologie utilisée, faire en sorte que les élèves plus faibles soient poussés par les élèves qui ont plus de facilité, faire en sorte aussi qu'il y ait une cohésion au niveau des niveaux, mais aussi au niveau des classes sociales. Il faut que ce soit très divers, il faut que ce soit très riche. L'école, c'est un lieu d'épanouissement pour nos enfants, pour l'avenir. C'est d'une responsabilité énorme pour notre pays parce que tout est lié. C'est nos futurs dirigeants, ils sont là, maintenant en primaire, ils sont en gardienne, ils sont en secondaire. Et il faut oser. Il faut vraiment oser et pouvoir permettre à l'école de se refaire, de se recréer et de pouvoir donner une nouvelle impulsion et faire en sorte que l'école puisse sortir nos nouveaux dirigeants pleins d'innovation et pleins de richesses pour le futur. Parce que si on continue à refaire la même chose qu'avant, on se rend compte qu'on ne va pas avoir de résultats différents et ça serait très dommage pour des générations de jeunes talents que je vois moi à Molenbeek ou à Bruxelles et bientôt je les verrai en Wallonie, de jeunes talents qui sont vraiment pleins de compétences mais où le système scolaire ne leur correspond pas. Par contre, quand on vient avec une autre méthodologie, une autre pédagogie, ils arrivent à percer, ils arrivent à vraiment pouvoir s'exprimer, ils arrivent à être une réelle plus-value pour ce pays. Et donc, c'est important qu'on investisse, c'est un des investissements les plus importants
qu'on a à faire dans notre pays, c'est sur cette jeunesse, c'est sur l'enseignement, parce que c'est ça qui va faire les métiers de demain, qui vont faire en sorte qu'ils vont devoir relever les challenges qu'on aura demain. Merci, Monsieur Ouassari. Monsieur Denef, à ce sujet, quel est votre propos sur l'enseignement qui, voilà, aujourd'hui fait débat? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Alors, j'ai une perspective évidemment qui sera aujourd'hui fortement teintée par mon rôle de président d'un pouvoir organisateur d'une nouvelle école, un collège jésuite à Bruxelles, mais qui tient à s'adresser à des populations qui ne sont pas d'habitude celles qui fréquentent les collèges jésuites. Alors, de l'année d'expérience qui est derrière nous, hein, c'est notre deuxième rentrée, il y a un certain nombre de choses que j'aurais voulu vous partager. Tout d'abord, le pacte d'excellence, qui en soi contient beaucoup de bonnes choses, est quand même un petit peu gêné aux entournures par peut-être l'exécution qui est faite de ce pacte et l'application qu'on en fait. Alors, je vais vous prendre 3 exemples qui posent peut-être problème. Il y a d'abord quelque chose qui était là avant le pacte d'excellence, le décret inscription, qui n'obtient quand même pas tout à fait les résultats souhaités, c'est-à-dire la finalité d'une plus grande mixité sociale. Parfois, ça joue même de manière contraire. Mais c'est un débat chaud, on le sait, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si on prend un second élément qui est la réforme titre et fonction, ça c'est vraiment problématique. C'est-à-dire le fait que les directions d'école n'aient plus la liberté qu'elles avaient avant de trouver un certain nombre d'enseignants, notamment dans les branches en pénurie, c'est vraiment corseter les directions, c'est faire en sorte que leur travail soit plus compliqué qu'il ne l'était déjà. Troisième élément, et peut-être le plus dommageable, les plans de pilotage. A priori, les plans de pilotage, ça c'est une des très bonnes réformes du pacte d'excellence. Dans les entreprises, on appelle ça les évaluations, hein, on appelle ça les Key Performance Indicators. Donc c'est tout à fait normal qu'on évalue l'école. Et on peut même s'étonner que ça n'ait pas eu lieu plus tôt. Donc les plans de pilotage, c'est bien. Mais le pacte d'excellence dit, c'est du copilotage, c'est une contractualisation d'une relation entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les directions d'école. Eh bien, les dernières circulaires ne vont pas toujours dans cette direction-là. Alors si c'est pour corseter en plus les directions à ce niveau-là, c'est un peu problématique. Parce que alors, si vous y regardez bien, vous avez un corset au niveau de la possibilité pour les parents d'inscrire leurs élèves où ils le veulent, un corset quant au recrutement des professeurs, et puis un corset quant à la possibilité de mettre soi-même en place des dynamiques au niveau des écoles en copilotage. Ça fait quand même beaucoup pour des directions, et moi qui fréquente beaucoup la direction de mon école, je peux vous dire que c'est quand même beaucoup de temps passé à de l'administration et à des questions qui ne relèvent pas de la pédagogie, ce qui est normalement la tâche première d'une direction d'école. Alors, un second point que je voulais évoquer, dont on a beaucoup parlé aussi, c'est le tronc commun. Moi, je suis de ceux qui, a priori, pensent que c'est plutôt une bonne idée, le tronc commun. Le tronc commun à 3 ans. Okay, mais à condition de se donner les moyens d'une réussite. Et ça, ce n'est pas du tout évident, parce que ça suppose dans les écoles, à mon avis, notamment dans la partie technologique, et M. Ouassari ne me démentira pas, d'avoir un minimum d'infrastructures, des centres d'apprentissage et de savoir, des lieux où le monde numérique peut entrer et peut permettre d'accompagner la progression des élèves. Et donc, ce n'est pas évident à faire. Le tronc commun est une chose qui me paraît importante, mais si on n'en a pas les moyens, ça risque alors de se retourner contre les gens qui ont eu, a priori, une bonne idée. Alors, dans ce cadre-là, il me semble qu'on peut vouloir développer un langage du monde d'aujourd'hui qui a été trop peu développé dans les écoles et qui est au fond le langage informatique et peut-être même le langage de la pensée algorithmique. Alors, c'est un grand mot, mais notre monde de demain et déjà d'aujourd'hui, il est quand même largement gouverné par les fameux algorithmes. Or, mettre le monde, la vie de tous les jours en équation, en algorithme, c'est quelque chose qui est fondamental pour nos sociétés et nos économies si nous ne voulons pas voir les Chinois et les Américains le faire pour nous. Et nous n'être plus que des consommateurs de ces algorithmes, mais pensés par d'autres. Donc c'est fondamental d'apprendre ça très tôt, et notamment le codage informatique
et l'introduction à la pensée algorithmique, c'est des choses qui devraient démarrer, à mon avis, peut-être même déjà en primaire, mais certainement dans le tronc commun. De manière à ce qu'à la fin de ce tronc commun, il y ait des gens qui partent dans des sections techniques, mais équipés de ce bagage, et puis d'autres continueront, bien entendu, dans la partie de l'enseignement général. On reviendra sur cette question. Et je voudrais terminer par un dernier élément, qui est un peu la contrepartie de ce que je viens de dire. Nos élèves sont soumis à une pression médiatique sociale de plus en plus importante, les capacités à se concentrer diminuent. Il faut absolument dans nos écoles trouver des mécanismes, et nous en avons l'un ou l'autre dans le collège que je préside, de manière à ce que les élèves gardent des moments que je n'hésite pas à qualifier d'intériorité. Sans ces moments de distanciation par rapport à l'événement médiatique, à l'événement numérique, s'il n'y a pas cette intériorité, on risque d'avoir des élèves complètement déboussolés et où le fait de les amener encore plus à maîtriser le langage numérique pourrait les déstabiliser complètement. Voilà quelques messages que je voulais faire passer aujourd'hui. Merci Monsieur Denève, merci à tous pour ces explications. Il est maintenant temps de donner la parole à celles et ceux qui nous regardent, à vous qui nous regardez depuis chez vous. Le débat va s'ouvrir, on commence avec une question du chat. Une question du chat qui va apparaître sur l'écran juste derrière nous et c'est Mila qui nous la pose sur Facebook. Mila s'interroge, quels sont selon vous les atouts d'une école qui accroche les élèves et qui éveille les talents? Stéphanie Cortis, une réponse peut-être pour Mila qui nous écrit sur Facebook? Tout d'abord, bonjour à tous. Je voudrais remercier Monsieur Georges-Louis Boucher pour ce débat sur l'enseignement et de faire de ce domaine une priorité pour mon parti. Je pense que c'est la base, c'est très important pour l'avenir sociétal et économique de notre pays. Alors, pour répondre à la question, je pense que c'est une question assez large. Quels sont les atouts d'une école qui accroche les élèves? Je vois d'une école, je pense moi qu'il faut voir ça dans son ensemble, et donc on ne doit pas parler seulement d'une seule école. Toutes les écoles, donc ici avec le pacte pour un enseignement d'excellence, mais également d'autres réformes qui viennent compléter le pacte, toutes les écoles doivent accrocher les élèves. Alors, on a beaucoup de chantiers en cours, mais il y a encore une marge de manœuvre, parce que comme vous le savez, on a parlé du tronc commun. Nous, quand la législature passée, nous n'étions pas très favorables à ce tronc commun élargi à la 3e secondaire. Ça a été voté, nous n'allons pas tout chambouler. Nous avons fait des compromis avec nos partenaires politiques. Mais je pense que l'essentiel, et nous avons pu obtenir ça dans les prochains travaux, c'est vraiment orienter les élèves. Donc ça répond peut-être à l'interrogation de M. Denève. Tronc commun élargi, oui, mais le tronc commun est polytechnique, pluridisciplinaire. Et donc dès les primaires, même dès les maternelles, les élèves doivent avoir vraiment un champ de vision de toutes les possibilités, que ce soit au niveau technologique, les STEM, donc sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, mais également au niveau numérique, au niveau culturel aussi. Alors, on a obtenu que la 3e secondaire soit vraiment axée sur les activités orientantes. Il y aura 4 semaines avec des périodes consacrées uniquement à l'orientation des étudiants. Et ça, c'était hyper important puisque, comme vous le savez, en 4e, les élèves doivent choisir soit de rester dans l'enseignement ordinaire, soit l'enseignement qualifiant qui va être réformé. Et c'est vraiment un chantier sur lequel aussi il faut beaucoup travailler. Je pense qu'il ne faut pas attendre l'évolution du tronc commun et 2028 pour travailler sur le qualifiant. Il faut déjà y travailler maintenant. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir par la suite. Merci Stéphanie Cortis. Monsieur Ouassari, vous voulez peut-être réagir à ces propos? Par rapport à la question posée, oui. Une des particularités des écoles qui accrochent, c'est vraiment de donner un objectif et des perspectives aux jeunes. Et ça peut être parfois, même à l'école primaire déjà, nous, on travaille avec certaines écoles à Molenbeek, et des écoles parfois de quartiers difficiles, et voilà, où les élèves ne sont pas souvent appliqués, j'ai envie de dire, et quand on leur donne, quand ils ont leur projet avec nous autres à Molenbeek, donc parfois ils viennent pendant une semaine entière, ils viennent tous les matins, 8 h du matin à l'heure, et ils sont super impliqués toute la journée parce qu'ils sentent cette motivation, ils ont ce drive en eux où on travaille sur des projets concrets, ils sont très excités parce qu'ils avancent très vite, et donc
il y a des particularités assez spécifiques à mettre en place dans l'enseignement. C'est déjà un enseignement personnalisé par élève. C'est difficile, hein, quand je le dis, les professeurs doivent avoir peur, mais il faut arriver vraiment à déceler le talent de chaque élève, parce que chaque élève a un talent particulier et une manière de l'enseigner particulière. Et je suis persuadé que si on revoit tout ça, il y a moyen vraiment de faire éclore de réels talents. Et puis, il y a aussi la manière de donner le drive, en fait, vraiment l'objectif pour les aider à avancer. Et c'est ce qui permet, en tout cas, nous, dans notre expérience, de faire beaucoup avancer de faire en sorte que des élèves qui sont en plein décrochage commencent à venir à 8 h du matin par eux-mêmes. Et les professeurs, quand ils me disent comment vous faites pour qu'ils viennent à 8 h du matin, je fais rien, c'est eux qui ont envie de venir. C'est parce que c'est eux qui ont envie de venir. Et c'est ça qui fait qu'ils sont super excités de s'investir dans ce nouveau projet. Merci, monsieur. Monsieur Denet, je voyais que vous réagissiez à ce que disait votre interlocuteur. Oui, pour être vraiment assez d'accord avec lui, pour vous dire que une des fonctions de l'école en primaire, c'est apprendre la base. Hein, c'est lire, écrire, calculer. Si on n'a pas ça, alors on n'est pas dans le même monde que les autres. Mais au-delà de ça, c'est faire en sorte que l'élève découvre ce que j'appelle son vent ascendant. Hein, vous voyez le planeur, vous voyez les deltaplanes. Le jeu, c'est pas de partir de très haut et puis de descendre, c'est de trouver les courants ascendants qui vous mèneront encore plus loin. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'école. Et le tronc commun, évidemment, doit servir à ça, déjà en primaire, bien entendu les 2 premières années, et tant mieux s'il est déjà orientant la 3e année du secondaire, au moment où chez l'élève se cristallise l'idée de ce qui pourrait éventuellement l'intéresser. Car pour répondre à une question qui est posée, très peu d'élèves arrivent à 12 ou 13 ans en ayant déjà l'idée d'un métier qualifiant. Il y en a, mais c'est une minorité. Ils découvrent ça au fur et à mesure, dans le meilleur des cas. Dans le moins bon des cas, en fait, ils vont en technique parce qu'ils n'ont pas réussi en général. Et ça, c'est dramatique, parce que ça ne fait rien pour augmenter la valeur des techniques. Et puis, c'est une sorte de choix par défaut qui est évidemment très mauvais pour la constitution de la personnalité du jeune. Et c'est pour ça, et j'en termine, que nous sommes, nous, un collège d'enseignement général, mais qui ambitionne très vite d'avoir une section technique, surtout quand il y aura le tronc commun à 3 ans, parce que nous ne voulons pas dire « Ah ben, en général, vous n'avez pas tout à fait les aptitudes, donc vous allez aller en technique ». Si la personne va en technique, c'est qu'elle l'aura voulu, mais nous allons l'organiser dans notre école, à notre manière, de manière à ce que cette filière-là soit en fait aussi performante que la filière générale, mais en fonction du choix de l'élève. Merci, monsieur Denef. Georges-Louis Boucher, vous avez une réaction peut-être sur cette question également? Je pense qu'il y a plusieurs points importants qui ont été dits. Le premier, c'est tout d'abord l'organisation d'enseignement de relégation qu'on a en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est-à-dire que, et c'est tout le problème du tronc commun, s'il est appliqué dans le modèle actuel, c'est qu'en fait, on ajoute juste 1 an à des élèves à qui on va dire d'aller en technique ou en professionnel parce qu'on n'arrive pas à les encadrer au niveau de l'enseignement général. Mais je ne sais pas qui a eu cette idée de génie de considérer que si on n'était pas très bon en maths ou en français, alors automatiquement on serait un bon maçon ou un bon couvreur. C'est absurde. Surtout que le raisonnement inverse ne fonctionne pas. Quelqu'un qui irait s'inscrire pour devenir maçon ou couvreur, s'il n'est pas bon, on lui dit jamais va faire du latin, ce sera mieux pour toi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je crois que l'élément fondamental, c'est ce que disait M. Wassari, l'élément fondamental, c'est de pouvoir personnaliser au maximum. Et je crois que là, la clé, elle se fait dans l'encadrement des élèves après les heures de cours. La difficulté, c'est qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on est une des zones de l'OCDE qui dépensons le plus par élève en matière d'enseignement en secondaire. Par contre, on est une des zones où on dépense le moins pour tout ce qui est encadrement après les heures. Or, c'est là où ça se joue. Parce que pour les enfants qui viennent de milieux socioculturels moins développés, eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est pouvoir les aider dans les devoirs, faire en sorte qu'ils ne décrochent pas. Dès qu'on sent que ça décroche, alors pouvoir récupérer les choses. Mais cet encadrement doit arriver dès la fin de la maternelle, début primaire. Dès qu'on voit qu'il y a une faille d'enseignement, il faut pouvoir intervenir. D'ailleurs, beaucoup de problèmes en secondaire viennent aussi d'un mauvais apprentissage de savoir lire, écrire et compter, que sont les savoirs de base. Et peut-être un dernier mot, c'est sur ce qui est devenu l'enseignement. Les débats, et j'ai eu la chance d'être dans la même commission que Stéphanie il y a quelques années, les débats en matière d'enseignement, c'est devenu du jargon pour professionnels et pédagogues. Et ça ne va pas.
Le débat de l'enseignement et de l'éducation, c'est un débat de société qui appartient à chacun d'entre nous. Et quand on le jargonne au maximum avec plein d'acronymes sur ce qu'est une période, un temps, toute une série de méthodes de pédagogie, c'est très bien, il faut des experts dans tous les secteurs. Mais dans ce cas-là, on décroche le fait que ça doit surtout être un débat de société et on peut chercher midi à 14h. La base, ce sont les apprentissages de base. Tant qu'on n'a pas ça, ça ne sert à rien de faire passer des élèves d'année en année sans avoir un encadrement spécifique pour pouvoir leur permettre de revenir dans le cursus général. Merci Georges-Louis Boucher. Merci beaucoup. Alors on passe à la prochaine question qui nous vient du chat et c'est une personne qui nous demande si on applique un tronc commun jusqu'à la 3e année, que faisons-nous des élèves qui viennent à l'école avec l'envie d'apprendre un métier qualifiant et qui n'ont pas la motivation d'apprendre les cours qu'on leur impose dans le tronc commun? Stéphanie Cortis, vous avez une réponse peut-être à cette question? J'ai déjà apporté une réponse partiellement tout à l'heure, en expliquant que effectivement, nous à la base, on n'était pas pour prolonger et forcer ces élèves à rester dans le tronc commun. Maintenant, il y a des activités orientantes qui leur seront proposées 4 semaines sur cette 3e année. Et donc, je pense effectivement que ce n'est pas le tronc commun comme il avait été imaginé au départ par le pacte et donc c'est une belle avancée. Maintenant, je vois qu'on parle aussi du qualifiant. Je pense que c'est vraiment un enseignement qu'il faut, comme on l'a dit, ça ne doit plus être une filière de relégation, ça doit être un enseignement d'excellence. Les élèves doivent se tourner vers le qualifiant parce qu'ils ont envie d'y aller et pas parce qu'ils ne réussissent pas dans les cours de mathématiques ou de français. Pour venir sur l'enseignement qualifiant, je pense qu'il y a plusieurs mesures essentielles à prendre dès maintenant, comme je l'ai dit, et pas attendre 2028 qu'on rentre. Donc, en fait, l'enseignement qualifiant, le technique et le professionnel vont être supprimés. Il va y avoir seulement une seule filière. Donc, la filière de transition, ça c'est l'enseignement ordinaire qui mène à l'enseignement supérieur, et l'enseignement qualifiant. Nous estimons au MR que pour que cet enseignement soit revalorisé, il faut que cet enseignement puisse aussi mener à une certification qui mène à l'enseignement supérieur. Il ne faut pas bâcler ça parce que ce n'est pas parce qu'on va dans l'enseignement qualifiant qu'on ne peut pas vouloir plus tard faire des études supérieures. Un autre point essentiel, ce sera augmenter le nombre de stages. Il n'y a vraiment pas assez d'offres de stages dans l'enseignement qualifiant actuellement et donc ça n'en fait pas un enseignement d'excellence puisque pour pouvoir apprendre leur futur métier, les élèves doivent évidemment pratiquer. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de synergie avec le monde de l'entreprise, avec la région wallonne également, la formation en général. Je pense que pourquoi pas, et je l'ai proposé récemment au Parlement, une labellisation positive des entreprises qui collaboreraient avec le monde de l'enseignement. Je pense aussi qu'il faut vraiment un matériel de pointe dans ces écoles qualifiantes. Et pour cela, à nouveau, pourquoi pas des investissements qui viennent d'entreprises, ce serait win-win puisque ces entreprises, pour des métiers en pénurie, pourraient donc former directement les élèves, leur fournir le matériel nécessaire. Et quand les élèves sortent de l'école, ils sont déjà formés et prêts à travailler. Une dernière chose que je voudrais souligner, c'est un chiffre qui moi, m'est assez parlant. Sur 178 options, 108 sont seulement fréquentées par 7% des étudiants dans le qualifiant. Et la plupart des étudiants du qualifiant ne se dirigent pas vers les options qui mènent à des métiers en pénurie. Donc on voit vraiment qu'il faut aussi rationaliser l'offre d'options. Et ça, ce sera très important dans nos travaux ici. Merci Madame Cortis. Monsieur Denet, je croyais que vous étiez assez d'accord avec ce que disait Stéphanie. Oui, donc le tronc commun, il faut bien le préparer. On a un peu le temps pour le préparer, donc autant le faire dès maintenant. Alors, c'est vrai que pour la partie du qualifiant, beaucoup plus que pour le général, la relation au monde économique et au monde de l'entreprise est absolument clé. Et là, les entreprises doivent quand même être conscientes que c'est travailler dans leur intérêt bien compris que d'aider le monde de l'école. Parce que si ne sortent de l'école que des gens peu motivés, peu qualifiés, mal formés, évidemment, il ne faut pas après se plaindre qu'on ne trouve pas sur le marché du travail ce qu'on recherche. Alors, si demain nous créons dans notre collège une section technique, je vous assure que j'ai déjà une belle liste d'entreprises que je vais aller trouver et je ne sortirai pas de chez elles sans obtenir non seulement un certain nombre de stages, mais même de l'investissement direct pour du matériel dans l'école. Alors là où il faut évidemment imaginer des dispositifs plus larges, c'est que ce que
quelques individus dans quelques écoles peuvent faire parce qu'ils ont éventuellement le réseau relationnel pour ce faire. Il faut faire en sorte que ça puisse profiter à toutes les écoles de la même manière, quelle que soit d'ailleurs la région. Merci Monsieur Denef. Monsieur Ouassari, vous êtes d'accord aussi avec ces propos ? Je suis assez d'accord avec les propositions d'il y a un instant. Et pour répondre un peu à la question, je rejoins un peu le questionnement de la personne par rapport au tronc commun jusqu'en troisième. On se rend compte que souvent, en tout cas sur le terrain, on se rend compte que quand un élève décroche, c'est à partir de la secondaire. Donc, il n'attend pas la troisième. Il attend, dès qu'il arrive en secondaire, parce qu'on lui demande d'étudier beaucoup plus, qu'il y a beaucoup plus de travail. Et donc, c'est là où où s'il n'a pas, je veux dire, un esprit étudiant comme l'école le considère, là il décroche. Pour mon cas, moi j'ai commencé à décrocher en deuxième secondaire. J'ai réussi ma première secondaire vraiment très difficilement et ma deuxième secondaire j'ai fait gratter après. Donc c'est bien la preuve que et là je suis un expert en enseignement. C'est bien la preuve qu'il y a un souci à partir de la secondaire pour certains types, je veux dire, d'élèves. Et donc, oui, je me pose vraiment je pense que le tronc commun est important pour la primaire. Je pense que le fait qu'il déborde jusqu'à la troisième secondaire, c'est un peu beaucoup. Et ce n'est pas parce que les jeunes élèves savent déjà ce qu'ils vont faire, parce que moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. C'est surtout parce qu'ils commencent déjà à décrocher. Et si on considère ce tronc commun comme une base minimum, il y en aura beaucoup qui ne l'auront pas, je pense. Et je pense vraiment qu'il faut déjà trouver des alternatives, en tout cas, pour qu'ils puissent avoir ce tronc commun via d'autres voies. Merci Monsieur Ouassari. N'hésitez pas non plus à la maison à poser toutes vos questions, que ce soit sur Facebook ou encore YouTube. Et à ce sujet, on reçoit notre prochaine question en visio. Et c'est Michael, en périphérie bruxelloise, qui va s'adresser à l'un d'entre vous. Bonjour Michael, votre question, on l'écoute. Oui, bonjour. Si on regarde au niveau de l'histoire de l'enseignement découle d'une vision qui est humaniste, qui vise à aider les gens à s'émanciper via la connaissance. Et je me pose la question, dans quelle mesure est-ce que, lorsque l'on constate au niveau de l'enseignement, et au niveau de l'enseignement technique professionnel bruxellois certainement, au niveau de l'enseignement général, c'est vrai que Bruxelles bouge beaucoup au niveau de son enseignement, et se paupérise aussi au niveau de... En tout cas, les difficultés se creusent au niveau des jeunes. Dans quelle mesure est-ce qu'il ne faudrait pas tabler sur... insister sur les connaissances élémentaires de la langue, dans la mesure où beaucoup de jeunes ont beaucoup de mal à exprimer, à verbaliser quelque part le monde dans lequel ils vivent, et c'est difficile au niveau de l'émancipation. Ils ont du mal quelque part à pouvoir communiquer efficacement, à comprendre les consignes, etc., ce qui génère des conséquences au niveau d'autres matières. Et finalement, l'échec scolaire, on le constate un petit peu souvent de par une méconnaissance de la langue. Alors c'est vrai que par rapport à l'enseignement technique professionnel spécifique, c'est vrai qu'il y a une démotivation, qu'on a une population qui est fragilisée dans ce type d'école. Là, je pense que ça ramène à la deuxième question, qui est la qualité de la formation, la qualité de la sélection des enseignants, dans la mesure de la valorisation évidemment du diplôme et du métier également, puisque je pense que toute matière peut être ludique, toute matière peut être enseignée, même la langue, même les connaissances, les savoirs élémentaires. Peut-être motivant au niveau des jeunes, mais ça dépend de comment il est enseigné. Donc je me demande si, avant de donner tout ce qui est plus algorithmique et autres, j'ai envie de dire, s'il ne faut pas tabler aussi sur le développement des langues et des connaissances, de sorte à finalement contribuer à créer de futurs citoyens qui seraient pleinement émancipés. Merci Michael. Une question qui mérite une réponse, comme toute question. Qui voudrait répondre à Michael ? Monsieur Denef ? Oui, c'est évidemment une des questions fondamentales, mais l'acquisition et la bonne maîtrise de la langue d'enseignement, en l'occurrence, pour pouvoir bien comprendre les autres matières, c'est évidemment quelque chose qui se joue largement en primaire. Si cette partie-là doit encore se jouer en secondaire, il y a un vrai problème. Donc c'est évidemment là plutôt une responsabilité du primaire. Mais même en secondaire, la question est posée singulièrement à Bruxelles, dont on connaît la multiculturalité, de savoir ce que parlent à la maison beaucoup d'enfants. Et à la maison, beaucoup d'enfants ne parlent pas le français, ou alors le parlent avec des parents qui eux-mêmes ne le parlent pas bien. Et donc, c'est toute la question de l'apprentissage de la langue française comme langue d'apprentissage ou comme langue
je dirais, d'entrer dans la société bruxelloise, où on parle de manière prédominante le français, et singulièrement dans l'enseignement francophone. Et donc là, il me semble qu'il y a des réflexions qui ne sont pas encore abouties sur comment bien enseigner le français à des gens qui n'ont pas le français comme langue maternelle. C'est un problème qui n'est pas pour moi résolu, et tant qu'il ne le sera pas, on va avoir des gens qui auront un handicap à ce niveau-là, et donc forcément un handicap dans l'apprentissage d'autres matières. Merci beaucoup, Monsieur Deneve, pour cette réponse. On va passer à la prochaine question, une question qui nous vient du chat. Alors, c'est Monsieur ou Madame Bers qui nous demande pourquoi ne rétablissons-nous pas les points et les classements dans les bulletins. Cela permet de s'évaluer et de se comparer pour faire des progrès et donner plus d'efforts. Quand nous postulons pour un job, on doit être le premier et pas avoir bien fait son interview simplement. On choisira le meilleur. Les devoirs à l'école doivent être maintenus. Stéphanie Cortis. Merci pour cette question qui est très importante. Alors, il y a deux sous-questions, il y a les devoirs et les cotations. Je vais d'abord parler des devoirs. Chez OMR, nous en avons débattu et nous sommes plutôt pour, mais attention, pour dans les balises qui sont fixées par les circulaires et décrets. Et en réalité, on se rend compte que dans la pratique, les professeurs n'ont même parfois pas connaissance de ces circulaires et ces décrets. Il y a des règles très strictes qui sont fixées. C'est à partir de la 3e primaire, 20 minutes, 3e, 4e, maximum 20 minutes par jour. 5e et 6e primaire, maximum 30 minutes par jour. Ils doivent pouvoir être faits seuls. On voit bien que des fois, l'aide des parents est indispensable. Or, la législation prévoit qu'ils doivent pouvoir le faire seuls. Et ça doit être ensuite corrigé en classe. Alors, je pense que c'est important parce que ça responsabilise les élèves. On parle d'émancipation ici et de la vie plus tard, que ce soit un élève qui fait un métier directement ou qui fait des études supérieures. Il y a le travail de groupe en classe, mais il y a aussi le moment où l'élève doit se retrouver seul et savoir réfléchir par lui-même, ce qui est difficile à faire dans une classe, évidemment. Et il y a également un lien qu'on tient avec la maison. Je pense qu'il ne doit pas y avoir une césure nette entre l'éducation à l'école et l'éducation à la maison. Donc les devoirs, oui, mais en respectant les limites légales. Et je pense que ça a le mérite d'être rappelé ici et que les directeurs devraient plus souvent, à chaque rentrée, peut-être rappeler ces limites. Alors en ce qui concerne les cotations, alors moi je vais vous dire, a priori, je suis pour les cotations. Mais dans le cadre de mon métier de parlementaire, je vais beaucoup sur le terrain, à la rencontre des directions d'école notamment, celle de tout mon arrondissement pour le moment. Donc je vais rencontrer une centaine de directeurs. Et ici, je remarque déjà qu'ils sont tous contre les cotations. Ils me disent, en fait, ça rassure les parents. Et ça ne sert pas les enfants qui ne pensent qu'à avoir leur poids. Alors je pense, on n'a pas de position encore arrêtée sur le sujet chez nous. Et comme M. Boucher l'a déjà annoncé, on va mener, et quand les mesures sanitaires nous le permettront, des grands débats publics sur l'enseignement. Je pense que ce sera un thème à aborder dans ces débats, la question des cotations, puisque en fait, on se rend compte que dans la pratique, tant les équipes pédagogiques que les directions ne sont pas tout à fait pour. Merci Stéphanie Cortis. Dans l'ordre, M. Ouassari, Georges-Louis Boucher et M. Deneve. M. Ouassari, pour les cotations et les points. Pour les cotations et les points, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, pour moi, il ne faut vraiment pas donner de cotations. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les élèves vont se préparer à réussir leur examen. Et se préparer à réussir leurs examens, ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent le contenu, ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent les compétences que le professeur a essayé de transmettre, ça veut dire qu'ils maîtrisent la réussite de l'examen. Et le fait d'évaluer les uns aux autres, s'évaluer aux uns aux autres, ne donne aucune indication vraiment de oui, c'est le meilleur. Bon, mais si toute la classe est nulle, ben, c'est le meilleur des nuls. C'est pas quelque chose qui ressort vraiment. Et donner ce côté un peu, je veux dire, de compétition à l'école est très négatif pour l'entreprise de demain où ils vont, eux, aller travailler. Parce que nous, ce qu'on veut dans une entreprise, c'est que les employés collaborent ensemble pour le bien de l'entreprise et pour créer de la richesse. Et le fait de faire cette compétition à l'école et qu'ils apprennent ça, dans une entreprise, ça va faire des gens qui ne vont pas partager l'information, qui vont faire en sorte de travailler dans leur coin et de dire hey, patron, voilà, moi j'ai fait ça. Et l'idée, ce n'est pas d'en arriver là, c'est là où, par exemple, nous, à Molengeek, on les laisse vraiment collaborer ensemble. Et c'est du collaboratif. À l'école, on appellerait ça de la triche, mais à Molengeek, pas, parce qu'on sait que certains sont bons, par exemple,
dans tout, voilà, je vais utiliser un peu de jargon informatique, mais dans tout ce qui est back-end, et d'autres sont bons dans le front-end, et ça se complète très bien du moment que le projet qui sort est de bonne qualité et bien délivré. Et ça, c'est dans le côté informatique, et ça peut se transposer dans plein d'autres secteurs. Donc oui, les cotations, je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose d'opportun pour notre société de continuer à le faire. Par contre, faire en sorte que les élèves continuent à bien faire en sorte de voir s'ils ont bien compris le programme et s'ils ont bien assimilé tout ce qui est assimilé, c'est ça le plus important. Merci, Monsieur Wassari. Merci. Monsieur Denet, vous aviez une réaction à ces propos également. Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre le fait d'évaluer avec des points et le fait d'être exigeant. Ce n'est pas parce qu'on fait des cotations avec des points qu'on est exigeant. C'est deux choses complètement différentes. Donc, l'évaluation, aujourd'hui, notre monde a changé. Moi, j'ai connu évidemment l'époque des points et des additions. Mais je constate, comme mes deux prédécesseurs viennent de le dire, qu'en fait, les directions d'école ne travaillent pas comme ça et ne souhaitent pas cela. Et je peux prendre l'exemple de ma propre école, de l'école du collège Matteo Ricci. En fait, nous pratiquons même l'auto-évaluation. C'est-à-dire que nous demandons aux élèves d'évaluer leur performance. Eh bien, vous seriez étonné de voir à quel point les élèves, dans un dialogue franc avec leur professeur, sont lucides sur leur performance. Et certains vous disent « j'ai pas été bon, j'ai pas fait ce que j'aurais dû. Non, ça, c'est une matière que je ne maîtrise pas. » Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, partout, mais on est dans ça aujourd'hui parce que c'est ce qui permet aussi à l'élève, à un moment donné, de mieux se comprendre et de trouver le fameux vent ascendant dont je parlais. Si vous lui assénez sur la tête qu'il a eu tel point et tel point et tel point, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Alors, autre chose, la personne qui pose la question dit « il faut être le meilleur quand, par exemple, on postule pour un job ». Oui, mais le meilleur en quoi? Il y a beaucoup de formes d'intelligence. Vous pouvez très bien solliciter pour un job dans une entreprise où, normalement, on cherche plutôt des licenciés en sciences économiques ou des maîtres en sciences économiques. Puis finalement, le recruteur, il engage un maître en histoire. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec la personne, il s'est aperçu que c'est une personne qui s'exprimait bien et qui écrivait bien. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas du maître en sciences économiques. Voilà, autre forme d'intelligence. Si vous qualifiez les gens, vous les évaluez en les ordonnant dans une liste entre un premier et un dernier, on ne sait pas très bien sur quels critères d'ailleurs, vous pouvez très bien passer à côté de l'objectif. Merci, Monsieur Denet. Georges-Louis Boucher, je vois que vous n'êtes pas du tout d'accord. Non, parce que je trouve que c'est une généralisation qui n'est pas exacte sur tous les niveaux. Je veux dire, savoir lire ou écrire, c'est on-off. Je veux dire, soit vous savez, soit vous ne savez pas, ou vous le faites mal. Et donc, j'entends bien des principes de collaboration quand on arrive à un certain niveau de formation sur certaines matières où on développe plus des compétences. Mais à un moment donné, il faut quand même apprendre les savoirs de base. Et moi, je veux bien tout ce qu'on veut, et j'entends beaucoup de pédagogues qui nous expliquent qu'il ne faut pas que l'enfant soit trop mis sous pression, trop ceci, pas assez cela. Mais quand on a des idées de dire de faire passer de classe en classe, sans évaluer, sans jamais arrêter, non peut-être pas pour doubler, mais pour avoir un encadrement spécifique sur des apprentissages de base, mais ça, très franchement, je pense que c'est un des éléments de problème majeurs que l'on a dans l'enseignement aujourd'hui, qui, chaque année, s'accroît selon le niveau d'études. Aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas assez d'argent dans l'enseignement. L'enseignement supérieur finance quand même à plus de 50% l'échec. Il n'y a aucune entreprise au monde qui finance autant d'échecs. Donc à un moment, quand on attend d'arriver jusqu'à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, on peut raconter tout ce qu'on veut comme histoire, il faut quand même évaluer, parce que quand vous avez un médecin face à vous, il faut quand même être sûr de savoir s'il peut vous guérir ou pas vous guérir. Et donc, oui, il faut un oui, un non, c'est dur. Il y a des gens qui étudient beaucoup, et je n'ai pas pris la médecine pour rien, qui parfois n'y arrivent pas. Il y a tout le problème du numerus clausus qui est encore à mettre à part. Mais donc, moi, je crois que la réalité est au milieu. On peut effectivement être sur du collaboratif. On doit pouvoir effectivement faire de l'auto-évaluation. Il faut responsabiliser. Mais faire croire qu'on pourrait tout au long du parcours finalement ne pas être sur des cotes et à un moment donné fixer le fait tu as un problème. Je veux dire, quand vous avez dans les premières années de primaire 5 sur 20 sur votre dictée, ben oui, il y a un problème. Et donc, il faut qu'on arrive à apporter une solution. Le problème, ce n'est pas la cote.
c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on a la mauvaise cote. Quand on a la mauvaise cote, en fait, on laisse l'élève dans la même classe, on continue le programme comme si de rien n'était, et si ça ne marche pas, l'année d'après, on recommence en espérant qu'éventuellement, il puisse mieux apprendre. Non, il faut, c'est trouver une réponse à « il a 5 sur 20 » ou « il a 2 sur 10 » et demain, on lui fait autre chose pour qu'il puisse avancer, d'où la question de l'encadrement. Mais très franchement, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même confronter les individus à leurs responsabilités. Et souvent, des élèves qui décrochent, c'est souvent un témoignage aussi qui revient, qui est de dire « je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas arrêté plus tôt ». Et là, je crois qu'on doit apporter une réponse, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Merci Georges-Louis Boucher. Nous devons passer à la prochaine question, Oran, mais vous pourrez répondre aussi. Oui, donc la prochaine question qui nous vient de Eric via Twitter et qui demande « La formation et le profil du directeur d'école doivent-ils être plus orientés management? Doivent-ils être formés spécialement à ces méthodes ?» Monsieur Deneve, vous pouvez répondre à cette question. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Non, parce qu'un directeur d'école n'est pas censé faire du management, il est censé faire de la pédagogie, et il fait beaucoup de management parce qu'on lui impose beaucoup de tâches qui sont au mieux du management et au pire de l'administration lourde et tatillonne. Il n'empêche que si on entend par management la culture de l'évaluation, mais alors de l'évaluation de sa propre école, de sa performance à soi comme directeur, de son corps professoral, oui, clairement, il y a là quelque chose venant du monde du management qui commence à entrer dans les écoles, notamment au travers des plans de pilotage, mais j'ai dit les limites de l'exercice pour l'instant, mais qui pourrait être poussé plus avant. Donc, moi, je serais quand même très prudent par rapport à ça. La vraie question à se poser est plutôt de savoir comment on peut alléger la tâche des directions de manière à ce que la seule chose qu'elles aient vraiment à manager est leur corps professoral. Car toutes les études montrent qu'une direction qui manage bien son corps professoral, c'est un corps professoral qui a de bonnes chances de fonctionner et donc, au niveau des élèves, ça se passera bien dans l'école. Monsieur Ouassari, d'accord ou pas d'accord pour que les directeurs aient plus cette formation de manager? Je suis assez d'accord avec monsieur Deneve où ils sont obligés d'avoir certaines compétences de manager parce que voilà, ils doivent manager une école, des professeurs, des élèves. Par contre, je crois que la compétence première, elle doit encore être la passion pour l'enseignement et là où le directeur veut amener son école et veut amener ses élèves par la même occasion. Donc, il doit avoir une forme d'empathie, mais aussi une forme de pédagogie, une forme de méthodologie. C'est super important qu'il se remette en question, qu'il remette en question son école, qu'il essaye d'innover, qu'il teste des choses. Et là, je crois que c'est les compétences plus importantes encore que les compétences managériales qui sont demandées, mais il en faut. Stéphanie Cortis, quel est votre avis sur cette question? Je suis plutôt pour. Évidemment, la mission principale, et c'est l'objectif ici des nouvelles réformes avec les plans de pilotage, etc., c'est que le directeur puisse plus s'orienter sur le projet pédagogique de l'école. Alors, plus de management, oui, mais avec quelles heures en plus pour le directeur, parce qu'on constate que cette fonction est de plus en plus désertée. Il y a une pénurie importante et en fait on se rend compte que par rapport déjà au niveau financier, par rapport aux enseignants, il n'y a pas une forte différence et donc il faut vraiment faire ça par vocation. Mais on voit que certains directeurs qui font ça par vocation ont trop de tâches administratives. Et c'est un effet pervers des plans de pilotage. Les directeurs, même s'ils font ça en collaboration avec les équipes éducatives et que c'est très bon pour l'ambiance au sein de l'école et pour une cohésion de groupe, on voit que les directeurs ont du mal à s'en sortir. Donc ça fait beaucoup de tâches administratives en plus. Donc je pense qu'il faut d'abord alléger les tâches administratives des directeurs avant de penser à de nouvelles fonctions managériales ou autres. L'important, c'est la pédagogie. Merci beaucoup. On a appris l'important, c'est la pédagogie. Monsieur Ouassari, une question de Sylvie sur Facebook qui se demande comment récupérer les élèves en décrochage et ou difficile et les adolescents mineurs qui ne fréquentent plus l'école. Faut-il une école spéciale pour eux, des accompagnateurs ou bien des stages?
il faut qu'ils viennent à Molengeek. C'est un peu pour ça qu'on a fait Molengeek. Et là, M. Boucher pourra en témoigner parce qu'on a eu la chance de le recevoir il y a quelques temps. Et il a pu voir de ses yeux toute cette énergie, tous ces jeunes qui étaient en décrochage il y a peu ou qui étaient mal accompagnés dans leurs études et qui là, s'émancipent par rapport à leurs compétences. Et donc oui, il faudrait, et moi ce que je trouve très dommage, et je vais juste pour répondre à cette question, ce que je trouve très dommage, c'est que parfois on a des jeunes qui ont 15, 16 ans, qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, Ibrahim, je veux faire partie de la communauté Molengeek, je veux faire telle formation en codage, j'adore l'informatique, je dois faire ça, ça, ça. » Et à ce moment-là, je suis obligé de répondre « Non, c'est pas possible, il faut attendre que tu sois majeur, et une fois que tu es majeur, tu peux venir. » Et là, il me regarde avec des yeux de chien battu en me disant « Quoi, j'ai pris encore pour 3 ans ?» Mais oui, ils doivent encore purger 3 ans à l'école alors que ça ne les intéresse pas du tout. Et ils doivent encore y aller. Ils savent qu'ils vont y aller avec des boulets aux pieds. Ils savent qu'ils vont y aller et qu'ils vont rater. Mais nous, on ne peut rien faire à ce moment-là pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de trouver des collaborations avec les écoles pour essayer qu'on puisse déteindre un maximum et collaborer et faire en sorte que ces jeunes-là n'aillent pas à l'école pour rien, en fait, et avec des boulets aux pieds, mais qu'ils y aillent vraiment en ayant quand ils sortent de là, qu'ils aient un maximum de compétences. Et s'ils veulent rejoindre après la communauté Molengeek, ils peuvent venir, ils sont les bienvenus. Mais s'ils veulent continuer, on espère qu'ils continuent leurs études, et bien, tant mieux. Mais là, actuellement, on voit clairement qu'il y a ce questionnement-là où je suis obligé, parfois certains jeunes qui savent exactement où ils veulent aller, ils ont 16 ans, ils savent exactement vers où ils veulent aller, où ils veulent aller, et par contre, ils ne peuvent pas encore y aller. Voilà. Merci, Monsieur Ouassari. Georges-Louis Boucher, vous êtes d'accord avec les propos de Monsieur Ouassari sur cette question ? Mais exactement, et ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée de dire, quand quelqu'un est en échec dans le processus classique, plutôt que de lui dire « insiste là-dedans », il faut apporter une autre réponse. Et Molengeek, c'est tout à fait l'illustration de cette réponse. Et je crois que l'école doit s'adapter à une évolution de la société. C'est qu'on a de moins en moins de formatage. Dans tout ce que vous faites, on est dans l'individualisation. Et après, on a un atelier sur les nouvelles technologies. On le voit dans les nouvelles technologies. Un élément qui fait le succès, c'est qu'on personnalise de plus en plus selon le besoin, la demande, le profil de l'utilisateur. Et les jeunes, fatalement, ils sont les produits de cette société aussi, et donc ils ne retrouvent pas ça à l'école. Ils retrouvent un truc qui est hyper formaté, qui est très généraliste, et ça a été dit de façon très juste tout à l'heure. C'est vrai que selon le milieu d'où vous venez, parfois même le libellé des énoncés peut vous influencer. Quand vous avez un libellé d'énoncé qui part sur le fait qu'en partant en vacances, on met autant d'heures, etc., pour un gamin qui ne va pas en vacances, ça ne lui parle déjà pas beaucoup. Et donc je pense qu'une des grandes clés, c'est donner beaucoup plus d'autonomie aux établissements, et on en revient sur le rôle des directeurs, le rôle pédagogique des directeurs, parce que eux savent réellement ce dont les élèves ont besoin sur leur terrain, et de l'autre côté, de permettre d'ouvrir des offres spécifiques justement pour des élèves qui ont envie de faire autre chose. Je pense que Molengeek doit être quelque chose qui peut aussi être une réponse en la matière. Merci Georges-Louis Boucher. Monsieur Deneve, 30 secondes pour terminer sur ce point. Oui, alors quand les élèves ont décroché, évidemment, c'est un peu fichu pour nous, puisqu'ils ne sont plus à l'école. Alors la question était vraiment très formatée pour Monsieur Ouassari. Ce que je voudrais dire, c'est qu'avant le décrochage, il y a effectivement, et on l'a dit, un certain nombre de dispositifs à mettre sur pied, notamment dans le post et le parascolaire. Alors nous, on offre aujourd'hui de l'étude classique, mais quand nous aurons notre centre de savoir et d'apprentissage, il est évident que nous voulons faire en sorte que les élèves s'y sentent tellement motivés qu'ils l'utilisent pendant les heures de cours, mais qu'ils reviennent le mercredi après-midi, en dehors des heures, et pourquoi pas le samedi, pour continuer à y faire un certain nombre de choses qui les motiveront. Merci beaucoup, Monsieur Deneve. Peut-être Stéphanie Cortis, un dernier point sur ça, puisque voilà, on peut aller un peu plus loin ce jour de fête. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas cadenasser des élèves dans l'école ordinaire si jamais c'est vraiment pas ça qu'ils doivent faire. Donc Molengeek est une très belle initiative, mais comme le dit Monsieur Deneve, évidemment, avant ça, il y a des choses à faire, comme passer par le service d'accrochage scolaire.
plus de remédiation individualisée, et ça c'est vraiment un chantier sur lequel on insiste au MR, c'est des heures dans la grille horaire personnalisées pour les élèves qui ont plus de difficultés, pour les empêcher justement qu'ils ne décrochent parce qu'ils voient qu'ils ne suivent pas la même trajectoire que le groupe classe. Donc voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire. Georges-Louis Boucher, pour clôturer. Oui, juste un point, parce que ça fait référence à tout ce qu'on est en train de dire. Parce que c'est un message qui, moi, me tient à cœur. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne école. Il y a, à un moment donné, dans certains établissements, des concentrations de difficultés sociales parce qu'on est dans un pays où on a concentré les personnes selon leur niveau socio-économique, souvent, et Bruxelles est malheureusement une illustration de cela. Et donc, l'école du quartier est souvent à l'image du quartier. Mais il faut arrêter de penser qu'il y a des bonnes et des mauvaises écoles. Il n'y a juste pas suffisamment la possibilité de donner une pédagogie adaptée au public que l'on a pour lui permettre surtout d'acquérir des compétences, encore une fois. Et donc, je prends un exemple tout simple. Si vous avez des élèves, c'est important qu'ils apprennent et qu'ils lisent quelques classiques de la littérature, mais si vous avez un gamin dans une classe qui est fan de football et que vous lui apprenez à lire via des magazines de football, très franchement, moi, ça ne me choquerait pas. Je pense que s'il sait lire, c'est beaucoup plus fondamental. Et après, grâce à cet apprentissage de la lecture, il s'ouvrira vers des classiques, vers d'autres savoirs. Mais aujourd'hui, on essaye de formater des personnes qui, dès le départ, n'ont pas nécessairement l'orientation, l'aspiration, l'envie, tout simplement. Je crois que l'envie est l'élément fondamental, c'est de donner envie d'apprendre. Et ça, aujourd'hui, l'école ne le fait pas pour une grande partie de la population. Merci, Georges-Louis Boucher. Et on va poursuivre avec une prochaine question qui nous vient du chat. C'est Serge qui nous demande « Va-t-on intégrer la culture flamande dans l'enseignement francophone de façon continue afin de sauver l'Union belge ?» Monsieur Denef, vous pouvez peut-être... Moi, je voudrais rebondir sur ce que Georges-Louis Boucher vient de dire. Moi, j'ai entre autres bien appris le néerlandais en lisant la presse flamande. Et qu'est-ce que j'y lisais quand j'avais 14, 15 ou 16 ans? Le football. Voilà. Bien sûr, c'était het laatste nieuws, pour ne pas le nommer. Donc, ça marche. Alors, moi, c'était pour le néerlandais, parce que le français, ça allait. Mais il y a des gens pour qui ça pourrait être le français. Trouver le vent ascendant de l'élève. Eh bien, si c'est le foot, ce sera le foot. Alors maintenant, est-ce que c'est ça qui va sauver l'Union belge? Je pense que la question est un tiroir multiple. L'Union belge de football. Peut-être l'Union belge de football. Peut-être l'Union belge de football, oui. Ça, c'est apparemment ce qui tient encore en partie le pays ensemble. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, de manière plus sérieuse, oui, la connaissance, singulièrement à Bruxelles, de la langue néerlandaise, c'est un must absolu. Bon, nous offrons l'immersion linguistique, mais ça ne suffit pas. Il faut imaginer, peut-être faut-il y penser, au MR et ailleurs, à des dispositifs plus costauds que simplement une immersion linguistique. Et pourquoi pas franchir, basculer ce tabou des écoles bilingues. Oui, il est temps de créer des écoles authentiquement bilingues à Bruxelles. Ce ne sera pas simple à faire, mais en ne faisant rien, on n'améliorera pas les choses. Merci. Monsieur Georges-Louis Boucher, un dernier propos pour clôturer sur l'importance des langues. Reprendre la même chose, moi j'ai appris l'anglais parce que je suis fan de Formule 1 et il y a beaucoup de magazines en anglais. D'ailleurs c'est le Grand Prix de Toscane en ce moment, mais libre débat c'est mieux, donc je vous invite à rester ici et pas aller allumer votre télé. Mais effectivement, je pense que ce point est fondamental, particulièrement à Bruxelles. Et puisqu'on parle de Bruxelles, tout à l'heure on parlait, M. Ouassari disait il y a 13% d'élèves qui sortent de l'enseignement avec rien du tout, mais ils représentent 60% des demandeurs d'emploi à Bruxelles. Aujourd'hui, 60% des demandeurs d'emploi n'ont pas de diplôme de secondaire supérieur à Bruxelles. Et donc, ce lien est extrêmement important. Et j'ai la conviction que si on veut changer une société, c'est pour ça que je souhaite que l'enseignement soit la première priorité du MR, parce qu'à force d'avoir 10 priorités, on n'en a pas. C'est parce que si on veut vraiment donner une liberté réelle aux individus, si on veut vraiment changer la société, ça ne peut passer que par l'enseignement. Et je le disais, je crois que ça doit être un débat qui est plus accessible à tout un chacun, peut-être parfois aussi un peu moins jargonnant et un peu moins fermé sur lui-même, parce que l'enseignement, ça nous concerne tous. Voilà, il est temps de clôturer cet atelier. Je remercie les experts Ibrahim Ouassari, Alain Denef, Stéphanie Cortis d'avoir répondu aux questions liées à cette thématique. Merci aussi au président du MR. On le retrouvera d'ici quelques minutes. Tout de suite, place au vote. Pour ce faire, je rappelle que seuls les membres connectés sur la plateforme en ligne peuvent voter. Et pour optimiser votre expérience, veillez
veillez à bien quitter votre mode plein écran. Et on rappelle que durant ce libre débat, toutes les obligations sanitaires ont été respectées. Les micros de chaque intervenant est donc bien désinfecté entre les ateliers. Les distances sont respectées, du plexiglas entre chaque intervenant et toujours 1,50 m entre Oran et moi. C'est parti pour les votes. Vous l'avez vu pour cet atelier, les invités confirment qu'il faut revoir le fonctionnement de l'école et le bagage de connaissances incontournables à maîtriser, en raison notamment des évolutions rapides de la société. Tous les intervenants partagent le constat qu'une maîtrise solide et durable des compétences de base dès les premières années de la scolarité est la condition première afin de mener les élèves vers la filière et la voie professionnelle qu'ils souhaitent entreprendre, tant via le général que le qualifiant. Si chaque intervenant appelle de ses voeux un enseignement qui permettent à tous les élèves d'être mieux préparés au monde qui les entoure, les dispositifs pédagogiques et organisationnels pour y parvenir sont multiples et pourraient être plus adaptés au profil des élèves durant et en dehors des heures de cours. À cet égard, déjargonner, décorseter certaines réglementations, assurer l'équilibre entre apprentissage classique et technique, soutenir des projets pédagogiques axés sur la différenciation et la motivation, développer l'orientation et la sensibilisation aux métiers d'avenir et émergents, renforcer la maîtrise de la langue de l'enseignement, revoir le statut de l'évaluation et la place de l'auto-évaluation, la professionnalisation des acteurs, tous ces aspects sont fondamentaux pour une école performante qui accroche les jeunes et éveille les talents afin qu'ils puissent entreprendre tous les aspects de leur vie. D'ici quelques secondes, on découvre donc la question qui sera donc soumise au vote et cette question, elle apparaît sur l'écran. Faut-il mettre en place un encadrement spécifique et un parcours scolaire aménagé pour tout enfant élève qui ne sait pas lire, écrire et calculer en 3e primaire? C'est parti pour 1 minute de vote. Voilà, vous avez 1 minute pour voter et n'hésitez pas à réagir au live sur Facebook et sur YouTube avec le hashtag fier d'être libéral et hashtag le libre débat. 50 secondes encore pour voter. Je rappelle que cette fonctionnalité est disponible pour les membres connectés sur la plateforme en ligne. Et comme l'a dit Oran, continuez à interagir avec nous tant sur Facebook que sur YouTube. Voilà, et il ne reste déjà plus que 36 secondes, le temps passe vite. On rappelle la question, faut-il mettre en place un encadrement spécifique et un parcours scolaire aménagé pour tout enfant élève qui ne sait pas lire, écrire et calculer en 3e primaire? Veillez donc à bien quitter votre mode plein écran, sinon vous ne pourrez tout simplement pas voter. Il ne vous reste plus que 15 secondes et ensuite vous découvrirez les résultats de tous ces ateliers lors de la séance plénière de 17h à 18h. Voilà. Et nous rappelons, le débat est à commenter sur les réseaux avec le hashtag le libre débat et hashtag fier d'être libéral. Voilà. C'est terminé, 1 minute vient donc de s'écouler, vous avez voté, vos votes ont bien été enregistrés, on a entendu, on l'a vu, on le sait parce qu'on nous le dit, il y a pas mal de monde qui a réagi pour cet atelier enseignement. N'hésitez pas à interagir avec nous avec les différents hashtags. Merci aux experts, merci Ibrahim Ouassari, merci Monsieur Denef, merci Stéphanie Curtis, Georges-Louis Boucher, on vous retrouve d'ici quelques minutes pour le second atelier.